On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une introduction aux fonctions. Donc on va voir ce qu'est une fonction. On va essayer un petit peu de comprendre comment cette notion de fonction se modélise, les différentes façons de modéliser ce qu'on appelle une fonction, et puis quelques éléments essentiels qui décrivent ces fonctions-là aussi. Donc là, c'est vraiment une introduction. Après, bien sûr, dans d'autres vidéos, on ira beaucoup plus loin. On s'intéressera beaucoup plus à certains détails et on verra de façon plus précise les différentes façons d'étudier cette fonction, cette notion de fonction. Alors, tout d'abord, c'est quoi une fonction? Une fonction, on peut le décrire comme un outil mathématique qui va lier des éléments d'un ensemble à des éléments d'un autre ensemble. Donc, c'est très général en fait. Les éléments d'un ensemble, ça pourrait être plein de choses en vérité. Nous, on va surtout travailler avec des valeurs, d'accord? Donc, on pourrait un petit peu dire que la fonction, c'est en quelque sorte une forme de liaison. C'est une façon de relier des éléments d'un ensemble à des éléments d'un autre ensemble. Je vous donne un exemple classique qu'on va voir tout de suite. Par exemple, ici, je vais avoir un ensemble avec des valeurs et puis un ensemble avec des autres valeurs. Et si vous regardez bien ce que fait la fonction que j'ai modélisée en rouge, elle va relier les éléments de cet ensemble à des éléments de l'autre ensemble qui sont des valeurs 2 fois plus grandes. Donc là, 2 est relié à 4, 4 est relié à 8, et 6 est relié à 12. Donc ici, voilà, on a une fonction qui associe des éléments de cet ensemble à des éléments 2 fois plus grands dans l'autre ensemble. Là, ça, c'est une façon de noter ce qui se passe avec la fonction. Alors le R ici, on en parlera dans d'autres vidéos, mais ça, c'est un symbole qu'on utilise pour représenter l'ensemble des nombres réels. Donc les nombres réels, l'ensemble des nombres que vous connaissez en fait, que ce soit des nombres entiers, des nombres pas entiers, des nombres négatifs, des nombres positifs, etc. Tout ça est compris dans l'ensemble des réels, mais on en parlera dans une autre vidéo. En gros, ici, par exemple, on dit que la fonction va associer des nombres réels, donc l'ensemble des réels sont compris ici dans R, et la fonction, elle va associer des éléments de R, c'est-à-dire des valeurs réelles, à un autre ensemble qui est lui aussi donc l'ensemble des réels. Voilà, la fonction, elle peut aussi relier des éléments d'un même ensemble. C'est pas interdit, c'est pas impossible. J'aurais pu mettre aussi un autre ensemble totalement différent. Donc, les éléments ici, je les appelle X, et les éléments ici, je les appelle Y. Il n'y a pas forcément de problème ici à donner des noms différents pour les éléments de l'ensemble de manière générale. Ça ne va pas avoir une grande importance ici. Mais voilà, ici, il faut comprendre que F va associer des éléments de cet ensemble à des éléments de cet autre ensemble. Elle va les relier d'une certaine façon. D'accord? Là, on a vu un exemple simple où elle relie des éléments de cet ensemble à des éléments 2 fois plus grands dans cet ensemble-là. Voilà. Alors, on a dit que la fonction, voilà, c'est un outil mathématique qui associe des éléments d'un ensemble à des éléments d'un autre ensemble. On a donc dit que c'était une forme de liaison, mais comment on modélise cette forme de liaison? Comment on la représente? Eh bien, il existe plusieurs façons de modéliser une fonction. Une fonction peut être modélisée sous la forme d'une courbe ou d'une droite, bref, ce qu'on appelle un graphe. Et donc, en fait, cette courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être construite, cette courbe, elle va être construite à travers d'un ensemble de points, et chacun de ces points va en fait faire apparaître un lien entre un ensemble ou un élément d'un ensemble et un élément d'un autre ensemble. Ça, on va le voir concrètement, mais chaque axe va être gradué et chaque graduation va représenter par exemple une valeur, et cette valeur va être associée à une autre au travers d'un point ou même de plusieurs points, parfois même d'une courbe
qui modélise la fonction. On va voir ça de façon plus concrète, donc dans ce qu'on appelle la courbe représentative d'une fonction. Donc ici, j'ai pris un cas simple, donc là, c'est même pas une courbe, c'est carrément juste une droite, d'accord? Là, j'ai un axe, là, j'ai un autre axe. Et là, par exemple, si je prends cette droite, par exemple, si je prends le point de cette droite, eh bien, on voit que ce point, il permet de faire le lien entre la valeur 1 et la valeur 2. Et chaque point de la droite associe des éléments, des valeurs ici de cet axe à des valeurs de cet axe-là. Donc chaque point fait le travail de liaison. Donc ici, remarque aussi autre chose, c'est que cette droite, elle a une certaine allure. En fait, la droite, elle aurait très bien pu être comme ça. Et on remarque que dans ce cas particulier, on voit que la fonction va associer, ou plutôt la droite qui représente la fonction, va associer les valeurs de cet axe-là, les valeurs représentées sur cet axe-là, vont être associées à des valeurs 2 fois plus grandes sur cet axe-là. Parce qu'on voit par exemple ici 1 qui est associé à 2, on aurait pu dire 0,5 qui est associé à 1, etc., etc. Donc là, on voit que ici, pour atteindre ce point, il faut parcourir une unité déjà sur cet axe, et il faut en parcourir 2 suivant cet axe. Et là, c'est-à-dire une longueur de 2 unités, d'accord, suivant cet axe-là. Et on retrouvera donc le point, d'accord, qui est le point qui associe ces 2 éléments. Car ces 2 éléments sont reliés par un même point. Donc voilà un petit peu l'idée de manière générale. Et donc comme je le dis ici, chaque point de la droite fait le lien entre un élément d'un axe et celui d'un autre. Et réciproquement, je peux repérer un point en déterminant la quantité de déplacement en ordonnée et en abscisse. Alors qu'est-ce que j'appelle ordonnée? C'est tout simplement plutôt l'axe des ordonnées, c'est cet axe-là, et puis l'axe des abscisses, c'est cet axe-là. On parle d'abscisse, parfois on parle aussi d'antécédent, il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc là on a une ordonnée, là on a une autre ordonnée, etc. Puis là on a un abscisse, là on a un autre abscisse, etc. Donc là on a l'axe des ordonnées dans lesquelles sont contenues l'ensemble des ordonnées, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs sur l'axe des ordonnées, et puis dans cet axe on a l'ensemble des abscisses. Et donc comme je dis, réciproquement je peux repérer un point de la droite en déterminant la quantité de déplacement en ordonnée et en abscisse comme on l'avait fait. Si je fais un déplacement de 1 unité et de 2 unités, je tombe bien sur un point ici de la droite qui représente la fonction. Pourquoi? Parce qu'elle représente ce lien qui est fait ici entre les valeurs de cet axe et les valeurs de cet axe. Mais une fonction, ça peut aussi être modélisé au travers d'une équation. Par exemple, je veux exprimer le fait que les éléments de l'axe des ordonnées, qu'on nomme images, ça d'ailleurs je le rajoute, hein, on les appelle aussi les images. Donc si par exemple je prends la valeur 2 qui est sur l'axe des ordonnées, c'est l'image d'un certain abscisse par la fonction. Donc si on revient à ce qui a été dit avant, là j'ai une image. Pourquoi on dit que c'est une image? Parce que là, si je reviens par exemple à cet abscisse, quelle est l'image de cet abscisse par la fonction? Autrement dit, quelle est l'ordonnée sur laquelle je vais tomber lorsque je vais considérer un abscisse donné. Alors qu'est-ce que ça signifie? Être l'image de quelque chose, c'est en gros par exemple 2, c'est l'image de 1 par la fonction f. Pourquoi? Parce que quand je prends la courbe représentative de cette fonction, elle va associer 1 à son image, c'est-à-dire à la valeur en ordonnée qui est associée au même point. Donc si par exemple je devais chercher l'image de 2, donc là il faudrait que je prolonge la droite représentative ou le graphe de la fonction, et il faudrait que je me dise ok, j'ai 2 et j'aimerais savoir quelle est l'image de 2 par la fonction f, c'est-à-dire je prends 2, je me dirige donc de façon, je me déplace d'une certaine quantité d'unités jusqu'à retrouver un point, et ce point là il va être lié à quelle image?
Et cette image-là, ce sera l'image de 2 par la fonction modélisée ici par une droite. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, voilà, on a des éléments en abscisse, on a des éléments en ordonnée. Les éléments ordonnés en ordonnée sont nommés ordonnées ou sont nommés images, et ils sont associés à des valeurs en abscisse par l'intermédiaire de la fonction f. Et donc je veux exprimer par exemple le fait que les éléments de l'axe des ordonnées soient 2 fois plus grands que ceux en abscisse. Les éléments en ordonnée, on les appelle généralement y, ceux en abscisse, on les appelle généralement x, et on veut modéliser le fait que chaque x soit associé à un y qui lui est 2 fois plus grand. Tout simplement, vous voyez que là, on fait apparaître une équation. Et quand je vais choisir une valeur de x, eh bien, cette valeur de x, si je veux retrouver y à partir de x, je vais devoir multiplier x par 2 pour retrouver y, son image, qui est censée être 2 fois plus grand en termes de valeur, puisque x et y sont des valeurs ici. Donc par exemple, si x égale 2, y sera égal à 2 fois 2, c'est-à-dire à 4. Et comme ça, je peux construire une fonction où chaque point de la fonction va associer un x à un y qui lui est 2 fois plus grand. Donc voilà, tout ça est résumé par cette simple équation. On a des notations qu'on utilise, notamment le fait de dire que, par exemple, l'image de 2 par la fonction f est 4. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de 2? Donc, en fait, 2, c'est un abscisse. Moi, je veux connaître son image, c'est-à-dire je veux connaître la valeur en ordonnée qui est associée à 2 par la fonction. C'est-à-dire, on a une fonction, j'ai l'abscisse 2, et je veux savoir 2. Du coup, la fonction va associer 2 à quelle image? Et donc ici, quand je dis l'image de 2 par la fonction f est 4, on note cette phrase-là, on la traduit comme ça, ça veut dire que si je prends l'abscisse 2, que je lui applique la fonction f, et bien la fonction f va renvoyer une image qui vaut 4. Et on a expliqué pourquoi, parce que dans la fonction qu'on a pris comme exemple, c'est une fonction qui associe des x à des y qui sont 2 fois plus grands. Donc la fonction, elle va prendre x, elle va associer x à une autre valeur en image qui lui est donc 2 fois plus grande. Et donc forcément, si je prends 2, f va associer 2 à une valeur qui lui est 2 fois plus grande, et donc ce sera forcément 4, et ce sera ça l'image de 2 par la fonction f. Voilà un peu l'idée. Alors je donne quand même une petite indication en disant que l'image vaut un nombre, et oui, f de 2 ça vaut 4, 4 c'est un nombre. Mais la fonction, elle ne vaut pas un nombre. La fonction, elle, c'est un concept. C'est une forme de liaison. D'accord? Mais l'image de la fonction, c'est tout simplement la valeur que la fonction va associer à l'abscisse ou à l'antécédent 2, par exemple. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Vous entendrez sûrement dire voilà, la fonction vaut 4. Alors il faut savoir que ça, c'est un abus de langage qui est plus ou moins justifié par le fait que ce serait trop long de faire autrement et de dire voilà l'image de la fonction ou l'image de x par la fonction nanana, et ce serait trop long à dire, donc on préfère dire la fonction vaut telle ou telle chose. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est un abus de langage et que quand on dit ça, en fait, ce qu'on dit, c'est que l'image de la fonction vaut, ou que l'image d'une fonction, de manière générale, vaudra 10 fois x, par exemple. Donc chaque image sera 10 fois plus grande que les x que la fonction va associer à ces images. Donc voilà l'idée. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc là, on comprend que, ok, la fonction, c'est une forme de liaison qui associe des éléments d'un ensemble à des éléments d'un autre ensemble. Je peux représenter les éléments d'un ensemble dans un axe et les éléments d'un autre ensemble dans un autre axe.
et je peux faire apparaître une courbe dont chacun des points va associer un ou plusieurs éléments d'un ensemble à des éléments d'un autre ensemble sur l'autre axe. Mais cette forme de liaison qu'est la fonction, je peux aussi la modéliser ou l'exprimer sous la forme d'une équation qui fait apparaître la façon dont les éléments d'un ensemble vont être associés aux éléments d'un autre ensemble. Donc, par exemple, on avait dit que les éléments de l'ensemble dans lequel on a des x vont être associés à des éléments d'un autre ensemble qui sont 2 fois plus grands, par exemple. Mais on peut aussi un petit peu creuser sur la façon dont la fonction va se comporter. Si on revient à l'approche graphique de la fonction, c'est-à-dire celle avec une courbe ou une droite, eh bien on peut remarquer que parfois on a une courbe qui évolue très vite, on peut avoir aussi une courbe qui évolue très lentement, et on peut même avoir une courbe qui décroît, qui diminue en termes de croissance. Et donc, on peut se demander comment on peut modéliser aussi ces variations-là. Pour ça, on va introduire la notion de coefficient directeur. Le coefficient directeur, qu'est-ce qu'il va faire? Le coefficient directeur, il va nous permettre de comparer les variations en ordonnée et les variations en abscisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je prends une courbe, par exemple, eh bien, la courbe, on a dit, chacun de ces points va associer des éléments en antécédent ou en abscisse à des éléments en ordonnée, qui seront les images de ces abscisses par la fonction en question. Et si on remarque par exemple que dans la représentation de la fonction, on voit une courbe qui, au niveau des ordonnées, évolue beaucoup, c'est-à-dire que par exemple, on imagine, j'ai une courbe comme ça. C'est-à-dire ça fait vraiment, ça monte vite. Alors si ça monte vite, ça veut dire que là, sur un tout petit intervalle d'abscisse, je vais avoir une toute petite évolution, puisque ça évolue vite, c'est-à-dire qu'au niveau des abscisses, je n'ai qu'un tout petit déplacement. Par contre, au niveau des ordonnées, j'ai une grande variation. J'ai beaucoup évolué au niveau des images. Si par exemple x est égal à 1 et y est égal à 5, vous voyez qu'on aurait par exemple, là j'ai 1, 2, 3, 4, il faudrait que je monte encore 5. Donc là je me déplace de 5 et là je me déplace juste de 1. Vous voyez que le point il serait ici. Et que vous voyez que ce point il est très loin de l'axe des abscisses, mais qu'il est très proche de l'axe des ordonnées. C'est tout à fait normal. Si par contre je prends x est égal à 4 et que j'ai une fonction qui est plutôt comme ça, là vous voyez que x égale 4, son image ça va être 1. Mais là regardez, du coup je vais avoir un point qui va associer la valeur 4 à la valeur 1. C'est-à-dire que pour retrouver ce point, je vais devoir me déplacer de 4 unités ici, mais seulement de 1 unité suivant l'axe des ordonnées. Et donc forcément, vous voyez que le point il va être beaucoup plus proche de l'axe des abscisses que de l'axe des ordonnées, parce que vous voyez que ce point-là, il serait bien loin de l'axe des ordonnées et très proche de l'axe des abscisses. D'accord? Je dois parcourir une grande quantité d'ordonnées, mais une petite quantité d'abscisses dans ce style de fonction dans lequel on a une variation ou une évolution qui est très rapide. Et ça, on peut du coup le modéliser par cette expression-là. Cette expression, elle met en exergue les variations en images, les variations en abscisse, et quand je compare ces variations, c'est pour ça que je fais une division. On avait dit que la division, elle permet de comparer, et on avait dit que la soustraction, elle permet d'étudier des variations ou des écarts. Et donc si je compare les variations d'ordonnées et d'abscisse, je fais une division, et comme les images, on a dit, ou les ordonnées
sont égaux à des nombres. Donc là, par exemple, je peux avoir 4, par exemple, là, je peux avoir 2, là, je peux avoir 6, là, je peux avoir 3. Bon, bah, forcément, quand je fais la division, je vais retrouver un nombre qui est réel. Ça peut être un nombre à virgule, ça peut être un nombre sans virgule, ça peut être un entier, ça peut être un nombre négatif, peu importe. Mais on aura du coup ça comme résultat. Et ce résultat-là, on va lui donner un nom, c'est ce qu'on va appeler le coefficient directeur. Vous allez très vite comprendre pourquoi on parle de coefficient, mais il faut vraiment comprendre l'idée de ce coefficient directeur, c'est qu'il va nous indiquer à quel point la fonction évolue et comment elle évolue. Donc là, je vous ai donné un exemple où on avait une grande variation, c'est-à-dire qu'il y a un grand écart ici et un tout petit écart ici. Donc si par exemple je prends l'abscisse, je sais pas moi, xi égale 0 par exemple, et là xf égale 2. Bon bah là je vais avoir l'image de 0, c'est-à-dire f de 0. Donc là par exemple j'avais l'abscisse 2, et quand je mets f de 2, c'est l'image de 2 par la fonction f, donc cette image elle vaut 4. Et donc là, si je dis que ça vaut 0, ben ça ce sera f de 0. Si je dis que ça vaut 2, ça ce sera f de 2. Si par exemple j'ai que f de 2 ça vaut 10, c'est-à-dire que là j'ai 2, et quand je vais chercher le point de la fonction, ce point va me renvoyer une image qui vaut 10. Et que là j'ai 0 et que là j'ai 0 par exemple. Mais là ça veut dire que j'ai 10 moins 0, et là j'ai 2 moins 0. Ça fait 10 sur 2, ça fait 5. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les variations en image sont 5 fois plus grandes que celles en abscisse. C'est-à-dire que quand on regarde la fonction, ou la courbe représentative de la fonction, on doit parcourir beaucoup d'images très vite et très peu d'abscisse. Donc forcément, on va beaucoup évoluer et la courbe va beaucoup plus être proche des ordonnées, puisqu'elle va beaucoup plus évoluer au niveau des ordonnées qu'au niveau des abscisses. On peut du coup se demander, suivant les valeurs de A, qu'est-ce que ça signifie en termes d'évolution. Donc là, on a pris un exemple où A était supérieur à 1, mais de manière générale, si A est supérieur à 1, ça veut dire que ceux-ci, les écarts en image, sont plus grands que les écarts en abscisse. Pourquoi? Parce que si je prends que ceci est supérieur à 1, donc on a dit que A supérieur à 1, on se demande qu'est-ce que c'est. Ça revient à se demander quand ceci est supérieur à 1, qu'est-ce qui se passe? Je multiplie par ceci, ici et ici, je trouve cela, et finalement on voit bien que bah, du coup, dire ceci revient à dire cela. Autrement dit, dire que cette expression vaut quelque chose qui est plus grand que 1, ça revient à dire que les écarts en ordonnées sont plus grands que ceux en abscisse, ce qui est donc tout à fait normal, puisque là, ça évolue plus vite. Donc, forcément, ça va se voir ici par rapport à la valeur de A. La valeur de A va nous mettre en exergue l'ampleur de cette variation-là. Plus A est grand, et plus ça veut dire que l'écart d'image est plus grand que l'écart d'abscisse. Donc si A est égal à 1, bah, ça veut dire que ceci est égal à cela. Évidemment, si je pose que ceci est égal à 1, je multiplie par ceci de chaque côté, et je retrouve donc au final que ceci est égal à cela. Donc dire que ça c'est égal à 1, ça revient à dire que ceci est égal à cela. Ce qui signifie que la courbe, au niveau de la courbe représentative de la fonction, on va avoir quelque chose de droit en fait, finalement. Puisque chaque point de la courbe va associer des valeurs d'abscisse à des valeurs en image qui sont les mêmes à chaque fois. Et on ira plus loin carrément en disant, mais ça c'est une petite remarque, que du coup, quand on est dans ce genre de configuration, bah, en fait on a tout simplement
une bisectrice. Mais je ne vais pas rentrer trop dans ce détail pour l'instant. Alors, si A est inférieur à 1, bah, ça revient à dire que ceci est inférieur à cela. Pour le justifier, on passe par la même stratégie. On pose que ceci est inférieur à 1 et on regarde ce qui se passe et on trouve ça au final. Ça veut dire qu'on avance plus vite au niveau des abscisses qu'au niveau des ordonnées. Alors, les écarts, on aime bien les noter avec ce symbole delta. Donc, l'écart des y, je vais le noter delta y. Et l'écart des x, je vais noter delta x. Donc, l'écart des x, c'est l'écart qu'il y a entre un abscisse et un autre. L'écart des images ou des ordonnées, c'est l'écart qu'il y a entre un ordonnée et un autre. Et donc, si delta y est supérieur à delta x, cela signifie que la courbe ou la droite se rapproche plus de l'axe des ordonnées que de celui des abscisses. On peut donner un exemple. Pour y égale 2x, c'est-à-dire que chaque y est 2 fois plus grand que chaque x auquel y sera associé. Et ça, donc c'est tout à fait normal. Là, par exemple, si j'ai ceci, ça veut dire tout simplement que... alors on peut donner un exemple pour bien comprendre l'idée. Supposez que ici, cet axe représente des valeurs de temps, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Moins 1 seconde, parce qu'ici c'est le côté négatif. Ça c'est le côté négatif, je ne l'avais pas précisé avant, mais ici on a moins 1, moins 2, etc. Pareil ici. Et imaginez que cet axe représente des valeurs de température. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. On veut modéliser par exemple une fonction qui associe des temps à des températures. Par exemple, au bout de 2 secondes, mon thé est à une température de 80 degrés. Au bout de 3 secondes, mon thé est à une température de 100 degrés. Voilà. Nous, on veut modéliser toutes ces associations de temps et de température au travers d'une fonction, d'accord? Donc on peut la modéliser ici sous forme d'une droite, par exemple. Et évidemment, si sur un petit laps de temps, j'ai une température élevée, c'est-à-dire j'ai une température qui augmente vite, et bien forcément, il y aura une grande croissance, et cette croissance, il faudra l'interpréter comme le fait que les écarts de température sont plus grands que les écarts de temps. Autrement dit, la température augmente plus vite que le temps. C'est-à-dire pour un petit temps qui passe, j'ai une grande augmentation de température. Voilà, ça c'est une façon, par exemple, de peut-être donner une contextualisation et pouvoir mieux visualiser et mieux comprendre le comportement des graphes de fonctions. Pourquoi un graphe parfois va être proche de cet axe, pourquoi parfois il va être proche de cet axe. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si ici je prends la fonction qui associe des x à des y 2 fois plus grands, là on voit que chaque point est plus proche de l'axe des y que de l'axe des x, sauf en 0 évidemment, puisque là ici on voit que ça passe par 0, donc le point qui passe par 0, il a pour image 0 et pour abscisse 0. Donc ici, et de toute façon c'est logique, parce que si je dis que x est égal à 0, je remplace x par 0, ça fait 2 fois 0, et 2 fois 0 c'est égal à 0, donc l'image vaudra aussi 0. Et donc on voit évidemment que la droite évolue plus vite suivant l'axe des ordonnées. Ici, elle évolue 2 fois plus vite, car les écarts au niveau des images sont 2 fois plus grands que les écarts en abscisse. Et justement, là, ici, on voit apparaître ce fameux coefficient qu'on appelle aussi coefficient directeur parce qu'il nous donne une indication sur la direction ou l'inclinaison de la droite. Évidemment, si delta y est 2 fois plus grand que delta x, on va avoir une direction qui est plus proche de la direction de cet axe que de la direction de cet axe-là. Donc ici, là, on a bien compris, cet écart est 2 fois plus grand que celui-ci. D'ailleurs, si je divise par delta x de chaque côté, on retrouve ce qu'on avait modélisé avant, d'accord?
avec ici ce rapport qui est égal à 2. Donc 2 est supérieur à 1, ce qui signifie qu'on est dans le cas où A, qui ici vaut 2, est plus grand que 1. Donc forcément, on a ceci qui est plus grand que 1, puisque 2 est égal à ceci. Donc si ceci est plus grand que 1, c'est que ceci est plus grand que 1. Et cela implique que cet écart-là soit plus grand que cet écart, comme on l'avait expliqué. Donc on avait déjà parlé du cas où A est inférieur à 1. Et on avait déjà expliqué dans d'autres vidéos que de manière générale, si vous avez un dénominateur qui est plus grand que le numérateur, forcément le résultat sera plus petit que 1. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Mais on remarque que dans tous les cas que j'ai évoqués, A est plus grand que 0, c'est-à-dire que A est positif, dans tous les cas qu'on a vus. Mais du coup, si A est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, qu'est-ce que cela va signifier? Donc on aurait du coup, par exemple, si je prends A égale moins 1, on aurait par exemple que ce rapport serait égal à moins 1. Ce qui revient à dire que delta y est égal à moins 1 fois delta x, autrement dit, delta y est égal à moins delta x. Donc prenons un exemple de y et de x. Si x est égal à 1, j'aurai donc y est égal à moins 1 fois 1. Donc ça veut dire, mais moins 1 fois 1, ça fait moins 1, c'est-à-dire que y est égal à moins 1. Donc j'ai x qui est égal à 1, j'ai y qui est égal à moins 1. Alors continuons avant de déduire un sens à cela. Si y est égal à 2, alors j'aurai y est égal à moins 1 fois 2, c'est-à-dire y égale moins 2. Encore une fois, on voit que x vaut 2 et que y vaut l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2. Si x égale 3, bah, j'aurai y égale moins 3. Donc encore une fois, x qui vaut 3 et y qui vaut l'opposé de 3. Et on voit ici, donc dans cet exemple-là, que du coup, y va valoir une valeur qui est opposée à x. Alors là, on a pris un cas simple où a était égal à moins 1. Mais on remarque quand même quelque chose, c'est que quand x est positif, alors y est négatif dans ce cas de figure-là. Et ça se représente du coup comme ça. Ici, j'ai par exemple x qui est positif, qui vaut 1, et bah si je prends la fonction qui associe 1 à son image par la fonction représentée par une droite ici, comme cette fonction va associer cette abscisse à une image qui vaut moins 1 fois cette abscisse, et bah moins 1 fois 1, bah ça fait moins 1. Donc on retrouve cette image-là. Et on voit du coup qu'on a un point qui est plutôt ici. Ce point-là qui fait le lien entre cette valeur-là et cette valeur-là qui vaut moins 1 fois 1. Et là, on aurait donc 2, et donc comme l'image de 2, c'est la valeur qui vaut moins 1 fois 2, et bien moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et donc c'est pour ça que le point qui est ici va associer 2 à son image qui vaut moins 1 fois 2. Et donc ce sera bien moins 2, suivant l'équation qu'on a posée avec delta y égale moins delta x. C'est-à-dire que n'importe quel x va être associé à un y qui vaut moins 1 fois x. Donc ici, on voit qu'on a quelque chose qui a plutôt l'air de décroître. Vous voyez, on part d'ici, et plus on évolue au niveau des abscisses, plus on évolue au niveau des images vers quelque chose de négatif. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que là, donc on avait des abscisses positifs et des images négatives. Mais là, si je prends un abscisse négatif, eh bien, il va être associé à une image positive, ce qui est tout à fait normal. Donc, on a dit, chaque y va être égal à moins 1 fois x. Si je prends le x qui vaut moins 1, bah, moins 1 fois moins 1, bah, ça fait 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Et donc, vous voyez, hop, de manière générale, quand on a un coefficient directeur qui est négatif, eh bien nécessairement,
les abscisses vont être associées à des images qui ont un signe différent. C'est-à-dire que pour les abscisses négatifs, ils seront associés à des images positives, et que pour les abscisses positifs, ils vont être associés à des images négatives. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne aussi une idée sur du coup le comportement de la courbe représentative. C'est-à-dire que si le coefficient directeur est positif, on avait vu que dans tous les cas de figure où A était positif, eh bien la fonction elle avait tendance à croître. Alors croître doucement ou croître vite, ça c'est une autre question, mais elle avait bien tendance à croître. Et que lorsque le coefficient directeur est négatif, on trouve ce style de fonction où ça décroît. Alors si j'avais mis -2 ou -3, ça veut dire que là on aurait quelque chose qui serait encore plus en train de décroître. Par exemple, si je prends -3 comme coefficient directeur, j'aurai y qui vaut -3 fois x. Donc si je prends x est égal à 1, et y sera égal à -3. J'aurai 1, et là j'aurai -3. Donc là j'aurai un point qui fait le lien entre 1 et -3. Donc là vous voyez qu'on est ici, on aurait quelque chose comme ça qui est encore plus en train de décroître. Et donc de manière générale, on voit que le signe du coefficient directeur nous donne une indication sur les variations de la fonction. Mais ça, on dira un petit peu plus tard dans d'autres chapitres sur lesquels on étudiera plus spécifiquement le coefficient directeur. Cependant, je tiens tout de même à vous rappeler quelque chose. On a dit que A, ça correspondait au coefficient directeur. Et ce coefficient directeur, il nous donne une indication sur les variations de la fonction, comment la fonction croît. En fait, A, on a dit que ça valait ceci. Et ceci, on peut le représenter ici. Vous avez donc une droite, qui est la représentation d'une fonction. Et on voit que quand je prends un point et un autre, pour passer d'un point à un autre, je dois effectuer une certaine quantité de déplacement suivant l'axe des abscisses et une certaine quantité de déplacement suivant l'axe des ordonnées. Et du coup, le rapport entre ces deux nous donne une indication, comme on l'a dit, sur à quel point la fonction va croître ou décroître. On avait pris l'exemple de si ceci évolue plus vite que cela, on va avoir quelque chose qui est plus proche de cet axe-là. Et donc, ça veut dire que finalement, A, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la valeur de la pente, entre guillemets. La pente, c'est en quelque sorte l'inclinaison de la courbe ou de la droite représentative de la fonction. On avait dit que plus A était grand, et plus on avait une pente qui se rapprochait de l'axe des ordonnées, et inversement. Sauf que, en modélisant ce rapport, je fais aussi apparaître quelque chose. Je fais apparaître un triangle rectangle, d'accord, qui fait apparaître un côté qui est opposé à l'angle alpha et un côté qui est adjacent à l'angle alpha. Et rappelez-vous, côté opposé sur côté adjacent, delta y sur delta x, ça vaut la tangente de l'angle. Et oui, et donc, en ayant ce même élément qui est égal à ces deux choses, ça signifie bien que ces deux choses sont égales entre elles. Et donc, on peut aussi considérer le coefficient directeur comme la tangente de l'angle. Et je vous rappelle que du coup, l'angle, qu'est-ce qu'il modélise? Il modélise en fait aussi l'accroissement de la fonction. Parce que plus l'angle va être grand, plus ça veut dire que la fonction va croître ou décroître. Et donc, finalement, ce coefficient directeur, on peut aussi le modéliser comme la tangente de l'angle, c'est-à-dire comme le rapport effectivement entre le côté qui est opposé à cet angle et qui représente l'ensemble du déplacement que je dois faire au niveau des ordonnées pour passer de ce point à ce point. Et du coup, sans oublier aussi l'ensemble du déplacement que je dois faire suivant cet axe pour aller de ce point à ce point. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que
au niveau du coefficient directeur, on a deux façons de le modéliser. On peut le modéliser comme la valeur de ce rapport, tout simplement, mais on peut aussi le modéliser comme la tangente de cet angle-là. Ça revient à dire la même chose, et les deux ont la même signification, c'est qu'ils nous indiquent quel est l'écart le plus grand. Si c'est delta y qui représente l'écart le plus grand, c'est-à-dire que pour passer d'un point à un autre, on se déplace beaucoup suivant cet axe, et très peu suivant cet axe, et inversement.